Bienvenue dans Next Épisode, votre rendez-vous dédié aux séries télé sur We Love Cinéma. Alors on va pas se mentir, la période est assez propice à la mélancolie, voire une petite angoisse, parce que si le changement c'est maintenant, le Moyen-Âge c'est aussi apparemment maintenant. Le progrès fait quelques mouvements de balancier, des petits bonds dans le passé, de quoi se demander si en ces temps agités, on a aussi besoin de se projeter dans des univers parallèles pas si lointains finalement. Est-ce qu'on doit en finir avec les dystopies? Pour répondre à cette question, deux visiteurs du futur. Jean-Maxime Renaud, bonjour. Salut. Et Renan Cros, bonjour. Bonjour Charline. C'est content, il était bien présenté? Oui, ça Allez, va. Très bien. 3 séries pour illustrer et on débute avec la dernière année, Years and Years. What sort of world are we in? Because if it's this bad now, what's it going to be like for you? 30 years' time, 10 years, 5 years? What's it going to be like? Did you know you can live forever? Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Racing to the next disaster, and I keep wondering, when's it ever going to stop? I do not give a. Just a housing officer, I know. Gold ring. I'm not transsexual, I'm transhuman. I will be data. Do you think you're going online? You make us sackless here. Want somebody to love? Don't you need somebody to love? La vie des Lions, une famille de Manchester racontée sur 15 ans alors que la Grande-Bretagne se retire de l'Europe. Oh, quelle drôle d'idée. Le tout signé Russell T. Davies avec Queen, Emma Thompson, Rory Kinnear et Russell Tovey. Est-ce que vous êtes conquis et ou flippé? Les deux, clairement. Jean-Maxime. Oui, flippé, mais surtout hyper impressionné par cette série. Moi, je l'ai vu, le premier épisode, je l'avais vu au Festival Cannes Série, puisqu'il était projeté en clôture. Et donc, c'était dans la salle lumière du festival. Et il y a eu un espèce de blanc à la fin de la projection où tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? On était tous scotchés, puis ensuite, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Et je l'ai revu une deuxième fois pour le boulot, et ça m'a fait exactement le même effet. C'est un truc incroyable qu'on n'attendait pas vraiment. Hyper puissant, ouais. Alors justement, qu'est-ce que vous avez vu? Moi, je ne suis que roulade, que rondade, qu'appui tendu renversé de joie, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment... Allez, on le dit ou pas? C'est le chef-d'œuvre de l'année. Mais oui, c'est la meilleure série. C'est la meilleure série de l'année. Ça se bat un peu avec The OA partie 2, mais je pense que vraiment, Years and Years est plus accessible, plus populaire. C'est incroyable parce que c'est une série qui vous raconte juste demain. Pas demain, les robots, les machins, mais juste là, ce qui va se passer dans 5 ans. Et ce qui est assez malin, c'est que en gros, la série commence aujourd'hui, et puis, au bout de 20 et quelques minutes, tout d'un coup, il y a un personnage qui dit « Je pensais jamais avoir aussi peur de demain ». Et tout d'un coup, le temps s'accélère par un effet comme ça, très lyrique, très emphatique. Le temps s'accélère, on voit les années passées, on voit des événements, on voit justement la réélection de Donald Trump. Ça, par exemple, c'est une idée qui est très bête, mais en même temps qui marche tellement bien. Et tout d'un coup, on est 5 ans plus tard. Et 5 ans plus tard, le futur, il ressemble à aujourd'hui, mais un tout petit peu différent. Et c'est dans le tout petit peu différent que la série trouve une sorte de force d'écriture et une précision, c'est que ça nous raconte le quotidien. C'est pas une série qui cherche à nous faire peur, c'est une série qui nous dit, voilà exactement votre vie dans 5 ans. Alors ça va être quoi votre vie dans 5 ans? Ça va être qu'effectivement l'Amérique va tendre son rapport international et ça va être un peu plus compliqué, justement les échanges entre l'Amérique et les autres pays. Mais ça peut être votre gamine en fait qui tout d'un coup n'est plus accro à Snapchat, elle est accro au filtre Snapchat qui se projette sur son propre visage. Ça c'est vraiment une des parties les plus inquiétantes sur la technologie. Et puis surtout c'est bourré d'émotions, de personnages. Enfin c'est This Is Us plus Black Mirror. Donc autant dire que c'est parfait. This is Mirror. This is Mirror, exactement. Ou Black Us, mais ça n'a pas de... Ce qui est fort, c'est qu'on est vraiment sur un drama familial comme on n'en voit pas beaucoup en Angleterre. C'est pas vraiment leur truc. Parce que c'est une série anglaise, Et oui, quand même. On voit un peu ce qui se passe dans le monde entier, mais c'est surtout centré sur l'Angleterre. Et donc, cette famille est hyper attachante très très vite. Ça, c'est ce que Russell T. Davies arrive toujours à faire. C'est le créateur notamment de Queer as Folk et de pas mal d'autres séries. Doctor Who, il l'a écrite aussi pendant longtemps. Il arrive à installer un univers et des personnages hyper rapidement. Et déjà en 3 épisodes, puisqu'au moment où on enregistre, on en a vu 3, il y a une évolution incroyable aussi des personnages, un approfondissement de chacun assez fou. Ouais. C'est une sorte de mise en abîme de l'écriture de la série, puisque le principe de la série, c'est que vont devenir les personnages, et là, ça devient le sujet même. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, en gros, on saute un ou 2 ans, donc on les reprend, et hop, on se dit, ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, la série a quelque chose pourrait tirer sur la corde, faire des grands effets dramatiques, et en fait, c'est très léger, et évidemment, la fin du premier épisode est assez sidérante, on va pas la révéler, elle est vraiment très très impressionnante, mais quand on commence le deuxième, on se dit, ah,
Et en fait, ça raconte l'après. Et ça, que- c'est beau, en fait. Est-ce que la série serait aussi sidérante si la situation actuelle de l'Angleterre n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui? Ah bah oui, effectivement, il y a un jeu... Vraiment, c'est d'ailleurs les 20 premières minutes, c'est le discours du personnage joué par Russell Tovey qui dit « Je ne pensais jamais avoir peur à ce point-là en 2019 de demain ». Et donc c'est ça cette idée, c'est que Russell T Davies a mis toutes ces angoisses d'aujourd'hui et il les a projetées dans demain. Et notamment ce personnage dont on n'a pas parlé, Vivian Rook, qui est jouée par Emma Thompson, alors, Queen Emma Thompson, BAFTA, Emmy, on va lui donner, qui joue une politicienne qui en arrière-plan monte d'épisode en épisode et à chaque fois qu'on la voit apparaître, on flippe et on se dit elle va prendre du pouvoir et ça fait penser à Nigel Farage, ça fait penser à Boris Johnson, ça fait penser à Donald Trump, ça fait penser à des populistes en France également et ça fait très peur. À Marine Le Pen. À Marine Le Pen. Son jeu même semble presque coller là-dessus quand elle se touche l'oreille, là, qu'elle met ses cheveux derrière son oreille. On dirait vraiment Marine Le Pen. Alors visiblement, elle prétend qu'elle ne l'a pas copié, mais voilà, ça semble être une inspiration. Et c'est vrai que en fait, c'est pas une série politique. C'est assez rare que ce soit une série qui parle de politique, mais sans en faire le sujet principal. Le personnage de Vivian Rook, on ne le voit quasiment qu'à travers des écrans. Elle ne fait pas partie de la vie vraiment des Lions, mais on voit à quel point la politique a des incidences sur le quotidien des gens, alors que les séries politiques comme Baron Noir ou autres restent toujours dans un cercle un peu fermé, un peu lointain des vrais gens, quoi. Oui, on est d'accord que Kinnear, en plus, c'était le premier ministre du premier épisode de Black Mirror, hein, c'est ça? Non, c'était pas lui? Effectivement, j'avais pas. pas. Ça m'a fait un. Non, c'est vrai. Mais il y a des trucs bizarre. comme ça dans la série où, notamment, il y a un moment où on parle de Toy Story Résurrection, qui est le nouveau Toy Story. C'est étonnant parce que ça pourrait aussi jouer à fond sur la pop culture. Et en fait, il trouve vraiment une fine ligne entre justement les petits clins d'œil aux spectateurs en disant vous voyez, on est dans le futur et une quotidienneté. Et notamment, on n'a pas parlé, mais il y a une intrigue sur la question d'un personnage migrant. Dont l'un des membres de la famille tombe amoureux. Et ce qui est très beau, c'est que vraiment, au lieu d'en faire un cas politique, ça devient un cas intime, un cas romanesque. Il faut le faire revenir. Et ça devient comment on le fait revenir. Il y a cette sœur qui est lointaine, qui est une sorte d'activiste et qui revient. Et à chaque fois, il y a des mécanismes de soap, des mécanismes d'écriture, mais qui sont ramenés à l'espace public, à l'espace politique. Moi, vraiment, j'ai été soufflé d'épisode en épisode. Et surtout, je n'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Il y a 6 épisodes, si je ne me trompe pas. Oui, il y en a 6. Et ça peut potentiellement s'arrêter là. C'est pas forcément... Ouais, alors je me demande comment on peut faire une saison 2. Parce que l'idée, c'est qu'ils vont assez loin dans le temps. Comment ils vont faire? Ils veulent continuer? Est-ce qu'ils vont nous raconter ce qu'on n'a pas vu? Tout ça? Flash forward peut-être. Mais évidemment qu'on se doute que ça va aller vers de mal en pire, quoi. C'est-à-dire qu'on se doute que Vivian Rook va, à mon avis, détenir le pouvoir absolu. C'est vraiment... c'est une claque. C'est vraiment une très très grande série. Une claque à retrouver sur Canal+. Et qui va... Canal+ série, c'est ça? Canal+ série actuellement et à la rentrée sur Canal+. Ouais. Ça s'appelle donc Years and Years. Et on n'a pas dit que Russell Tovey est juste sublimement beau. Voilà. Et oui. Voilà. Russell Tovey qui jouait donc dans l'épisode de Sherlock, le chien des Baskerville. C'est ça. Elle m'a fait une mémoire photographique. Et qui jouait dans Looking surtout. Et dans Quantico. Et dans Quantico et dans Looking, et qui est vraiment un acteur génial. Et ils sont tous super dans cette série. Ouais. C'est Cœur avec les doigts, ça se voit pas parce que c'est pas du tout vidéo, quoi, en fait. Alors, retour pour 3 épisodes de Black Mirror, une saison 5, All Star avec Topher Grace, Anthony Mackie et Miley Cyrus. Que voici. The reason I'm here is to introduce to you Ashley 2. We are friends. It's really important to be who you want to be. Hey there, I'm Ashley 2. It's so great to meet you, Rachel. You too. I'll be here for you. I'll be here for you. She doesn't understand how fragile all this is. You think I should up the dose? Knock 'em dead. Believe in yourself. It's getting so hard to keep doing this. Believe in yourself. Ashley, believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself. Get the cable out of my ass! Holy shit! Pull it out! Oh, God, that's a relief. We are friends. Ceci n'est donc pas un épisode de South Park, mais bien un épisode de Black Mirror saison 5. Est-ce que Charlie Brooker et Annabelle Jones ont toujours leur Magic Touch? On n'est pas d'accord, je crois, avec Renan. On n'est pas du tout d'accord. Alors, le méchant d'abord, Renan. En fait, en regardant cette saison 5 que j'ai vue intégralement, je me posais une question qui pourrait être un vrai sujet de Black Mirror. À quel moment faut-il débrancher une série? Et là, c'est vraiment le moment. Je trouve les 3 épisodes nuls, mais vraiment nuls au sens fort du terme. Est-ce que tu avais aimé Bandersnatch déjà? Pas beaucoup déjà. Je trouvais que c'était déjà une espèce d'arnaque. Ça nous faisait croire que c'était moderne, interactif, alors qu'en fait, ça l'était pas du tout. Et surtout, ce qui me dérange avec Black Mirror aujourd'hui, c'est que
ce qui était très fort dans les premières saisons qui étaient diffusées à la télévision, il faut le rappeler, puis ensuite rachetées par Netflix, c'est qu'il y avait un sens de la concision, de la précision, et c'était vraiment l'idée de la nouvelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, un truc très rapide, très bref, un peu survolté, un peu facilement provoque, notamment l'épisode on en parlait avec le Premier ministre, qui est l'un des premiers. Quel trauma. Quel enfer. Et puis, ça a été racheté par Netflix, et alors là, ça s'est étalé, ça s'est étiré, et là, ça marchait encore à peu près. Et là, vraiment, Charlie Brooker n'a plus rien à dire. C'est-à-dire que le premier épisode qui raconte en gros la rencontre sans trop spoiler entre deux anciens copains qui se retrouvent à travers un jeu vidéo, en fait, il l'a déjà fait, ça s'appelle San Junipero, et c'est surtout d'une bêtise affligeante. Je ne peux pas dire pourquoi, mais ce que ça raconte et comment ça le raconte, j'étais comme ça devant en disant, mais sérieusement, en 2019, on va raconter une histoire de création de soi, de révélation de soi, à travers des gros trucs symboliques de je range quelque chose dans le placard, je sors du placard, ça c'est pas possible. Le deuxième épisode, qui est le plus intéressant, avec le génial Andrew Scott, il tient pendant... qui également est dans Sherlock. Et dans Fleabag. C'est le priest sexy de Fleabag. Exactement. Qui est en gros sur un chauffeur de taxi qui prend en otage un jeune type qui sort de chez Twitter ou Facebook, en gros. Et pendant 50 minutes, je me dis, ah ouais, c'est pas mal. Ça y va, ça ressemble pas du tout à Black Mirror. Et quand arrive la résolution, avec un montage parallèle d'une obscénité absolue, c'est-à-dire que vraiment, j'étais là, sérieusement, gars, tu vas vraiment monter en parallèle une touche de téléphone et une touche de revolver, c'est pas possible. Et alors le dernier, là, c'est carrément Disney Channel. Donc c'est celui dont on vient d'entendre la bande-annonce. Cyrus, et vraiment, c'est un épisode de Disney Channel. Qui devient une espèce d'Alexa, en fait. Oui, c'est une pop star qui est déclinée en poupée, et peut-être que la pop star est maltraitée, et il faut que les enfants sauvent la pop star. Allez, on va sauver la pop star. Et quand on regarde les 3 épisodes à la suite... C'est pas inintéressant de la choisir elle, hein. Oui, mais c'est trop lourd. Parce qu'il y a 15 ans, on aurait pris Britney Spears et ça faisait sens. Mais elle a déjà fait sa révolution, en fait, Miley Cyrus. Et elle porte ton nom, non? Très belle référence. Et en fait, quand on regarde les 3 épisodes à la suite, on se rend compte que c'est monté, écrit et structuré de la même manière, c'est-à-dire premier acte avec découverte, 2 personnages mis en parallèle, puis un acte central, confrontation, et 3e acte, montage alterné qui aboutit à une révélation et à une petite morale. Moi, je trouve ça vraiment, c'est le néant absolu, il faut qu'il arrête. Bon, allez Jean-Maxime, après tout ça, motivation. Pour moi, cette saison 5, alors elle n'est pas excellente, vraiment pas, mais il y a quand même un petit côté retour aux sources et retour à ce qu'il faisait dans les premières saisons. Il n'y a pas de cochon. Non, il n'y a pas de cochon. Cet épisode est traumatisant, je trouve, vraiment. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'on a une nostalgie sur les premières saisons, alors qu'au fond, il y avait des épisodes qui étaient mauvais aussi, qui étaient moins bons. Là, il n'y en a que 3. Il y en a 3 moins bons. Non, je suis pas d'accord du tout avec toi sur le premier. Je le trouve vraiment très réussi. Ça parle. Alors, on essaye de pas trop en dire, mais petit à petit, je crois qu'on en dit beaucoup de sexualité virtuelle. En fait, il l'avait pas traité comme ça jusqu'ici. Il y avait l'amour virtuel, mais la sexualité précisément pas vraiment. Ouais, mais c'est quand même pas très très fin. C'est pas très fin, mais c'est plutôt bien fait et assez émouvant. C'est le seul épisode que j'ai vraiment trouvé réussi. Le deuxième, je suis assez d'accord. On n'a pas du tout l'impression d'être dans Black Mirror et ça dit pas des choses très intéressantes. On est d'accord que le montage final, il est quand même un peu dégueu. Oui. Après, bon, je sais pas, il est quand même assez prenant. Oui, ça c'est vrai. De ce point de vue, voilà. Et le dernier, il commence super bien. Et Miley Cyrus, effectivement, je trouve que c'est un super choix. Mais alors, petit à petit, ça devient cousu de fil blanc. C'est hyper prévisible. Il dure beaucoup trop longtemps. Il dure 1h10, je crois, alors que tout aurait pu être réglé en 40 minutes. Et ça raconte pas grand-chose et pas vraiment du Black Mirror, finalement. C'est encore la même idée de la machine, la pop culture. Oui, voilà. Il l'a déjà dit, en fait, tout ça. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange, c'est que c'est de la redite. C'est ça la question. C'est est-ce qu'on n'arrive pas au bout d'un système, en fait? Il faudrait faire une pause de quelques années, je pense. Ils ont peut-être attendre de nouvelles innovations pour refaire flipper les gens avec. On parlait de Years and Years. En fait, la méthode Years and Years, qui est vraiment d'incarner ça dans justement la quotidienneté, l'émotion, les personnages, c'est ça qu'on a envie d'avoir. C'est plus la dystopie qui fait peur, vous allez... Par exemple, il y a ce moment dans l'épisode 2 où en gros, on nous dit, vous vous rendez pas compte, vous êtes peut-être sur Facebook, mais vous allez peut-être causer un meurtre, plus ou moins, sans trop en révéler. Mais c'est d'une bêtise. Vraiment, on peut pas se permettre de dire ça. C'est-à-dire que c'est des épouvantails. Chaque épisode est un épouvantail. C'est-à-dire qu'on vous dit, regardez, c'est ça. Et en fait, ça ne fait peur j'ai l'impression que Charlie Brooker se fait peur lui-même. D'où la sexualité virtuelle, c'est dangereux. Chacun ce qu'il veut, et numériquement, pas numériquement, ça raconte rien. Et pareil, les pop stars, les pop stars, elles sont manipulées, et peut-être qu'en fait, ce ne sont que des images. Quand même, on le sait ça. Depuis le Britney Spears s'est écrasé le crâne, on le savait quand même que les pop stars pétaient les plombs. Donc bon, c'est pas... non, je sais pas, je suis seul à m'énerver tout seul, je sens que... Non, pas du tout, moi j'écoute religieusement. Merci. On n'a pas fait la religion virtuelle. Non, ça ne marche pas, ça. Ça manque d'un ancrage... Je comprends,
Je trouve qu'il n'a plus rien à raconter, mais surtout, je vois même pas ce qu'il aurait d'autre. Il a tellement fait de choses. Oui, il y a eu un côté exercice de style depuis l'arrivée sur Netflix, avec on va prendre un genre, le nordique noir, et on va essayer de le faire à la sauce Black Mirror, on va faire du space opéra. J'ai pas toujours aimé, mais au moins il y avait des tentatives intéressantes. Là, c'est un retour aux sources, comme je le disais, avec un côté assez intime, mélancolique, qu'on retrouvait un peu au début. C'est moins réussi puisque tout a déjà été dit, mais au moins on peut reconnaître ça, quoi. Ouais, enfin c'est trop long. Moi, je me suis vraiment ennuyé. C'est-à-dire que je voyais... En gros, on regarde Black Mirror pour se prendre une fessée, pour se faire taper sur les doigts. C'est un peu ça le principe. Oui, mais pas forcément par une débauche de moyens, moi je trouve, ou de stars, ou de... Ça je devrait être... pas versé dans le c'était mieux avant, mais on va revenir à ce premier épisode, dans lequel, en fait, en termes d'effets, il se passe pas grand-chose. C'est juste un mec qui va devoir faire un truc atroce, en fait. Et puis, il y a une idée... Et qu'on ne montre pas nécessairement, et qu'on... Et puis, il y a une idée. Il y a une idée maligne, intéressante. Là, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'idée. C'est juste que c'est son idée. Finalement, il retombe toujours sur la même chose. Vraiment, regardez les 3 épisodes à la suite, c'est 3 fois la même structure. Et alors, évidemment, il y a 3 genres différents, 3 univers. Oui, effectivement, le premier est le plus émouvant parce que les acteurs sont très bons. Mais ce que ça raconte, en tout cas moi ce que j'attendais d'un épisode de Black Mirror, je l'ai pas eu. C'est-à-dire que on est presque plus sur une espèce de petite chronique de la vie moderne, de la vie contemporaine. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à aller dans le futur en fait. Enfin, moi j'ai l'impression que ça me parle d'aujourd'hui. Et avant, ce qui était beau, c'était le futur ressemble à chez moi. Et maintenant, c'est chez moi ressemble à chez moi. Bon. Mais est-ce que c'est pas ça aussi le problème, d'où la question de début d'émission? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où les dystopies, c'est bon, ça va en fait. Le présent est suffisamment flippant et suffisamment étrange, voire inimaginable par certains abcès. C'est pas mal, je trouve que ce petit lapsus c'est intéressant. Enfin, voilà, est-ce qu'on a envie de regarder ça? C'est ça aussi la question. En fait, Years and Years, c'est un exemple intéressant puisque ça propose quelque chose de différent et en même temps, ça marche pas à la télé anglaise. C'est pour ça aussi qu'à mon avis, il n'y aura pas de saison 2, ça marche pas et je crois que les gens n'ont pas envie de ça du tout et surtout quand ça se rapproche vraiment de la réalité. Effectivement, quand c'est le futur très lointain, éventuellement, ça peut donner envie, ça peut être divertissant, machin, mais là, c'est vraiment trop proche. En même temps, ça peut marcher, faire un succès si c'est que les femmes qui morflent. On a quelques exemples. Je veux pas jouer les passionnariat sur ce dossier, mais là en fait comme c'est tout le monde qui ramasse, c'est un peu plus compliqué, mais quand c'est que les femmes en fait. Et encore pour citer, je crois que vous faites allusion, Charline Roux, à Handmaid's Tale. Ouais, j'ai essayé de faire une transition habile. Je rappelle juste que Black Mirror c'est sur Netflix et que donc justement last but not least, revoilà la Servante écarlate pour une 3e saison. Heresy. That's what you get punished for. Not for being part of the resistance. Because officially there is no resistance. Not for helping people escape. Because officially, there's no such thing as escape. Alors, la Servante écarlate de retour sur OCS, mais ou Alors, moi j'en ai pas vu beaucoup de cette nouvelle saison. Je dois dire que j'étais pas très fan de la saison 2. Que je trouvais vraiment dans une espèce de surenchère, une espèce d'autoconscience d'elle-même, c'est-à-dire que c'est une série qui est arrivée au bon moment, au bon endroit, et ça c'est très beau. Avec un vrai propos, tant que c'était collé au bouquin. Ouais, c'était très fort parce qu'elle arrivait pile exactement au moment où on avait besoin de cette série-là. Et ça arrive rarement comme ça qu'une série soit à ce point-là le reflet de l'époque. La saison 2 avait déjà conscience de ça. Et en fait, c'est d'ailleurs le même effet que Black Mirror, c'est que tout d'un coup, elle avait conscience de son pouvoir politique, de son pouvoir anxiogène, et elle, à mon avis, elle surlignait à grands traits quelque chose qui était, à mon avis, plus subtil. Là, le début de saison 3, en fait, on se pose la question de est-ce que la série a encore une fois, besoin d'exister? C'est-à-dire que la nécessité du récit sériel, on se demande vraiment s'il n'y a pas une espèce d'effet de redondance, de reprise, qui m'intéresse au propre de la série. C'est peut-être là où la série va être vraiment à l'épreuve d'elle-même, c'est-à-dire à quel moment cette saison 3 va nous prouver que The Handmaid's Tale, c'était pas un one-shot, c'était vraiment une série et il y avait un univers à raconter. Après, pour revenir sur la thématique de l'émission, je n'ai pas du tout envie de voir ça en ce moment. Je n'ai pas du tout envie de voir une série qui, à ce point-là, me terrifie sur l'état du monde, parce que j'ai l'impression qu'en allumant ma télévision, je suis déjà dans Handmaid's Tale, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis sur les lois sur l'avortement. Alors bien sûr que le pouvoir politique et le pouvoir, il faut pas cacher ces séries-là, parce qu'il faut qu'elles mettent en garde, mais j'ai l'impression qu'elles sont... C'est pas une série importante, mais je me souviens que l'année dernière, on a consacré un épisode entier de Next Episode à la saison 2, et on était déjà plusieurs à dire... dans la saison 1, on a vu à peu près tout l'éventail des tortures qu'on peut réserver aux femmes. Est-ce que peut-être on peut trouver une autre mécanique de narration en fait, qui rendra les choses tout aussi insupportables? Mais et en fait, non, il y a quand même une surenchaîne. Enfin,
J'arrive pas à savoir si ça sert vraiment le propos. Peut-être on peut le faire autrement. Il y a parfois une espèce de complaisance, on peut dire, à montrer. Il y a un problème face à la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'une fiction ne peut pas lutter contre la réalité. Moi, j'ai pas encore vu le début de la saison 3, mais la saison 2 m'avait plutôt convaincu sur la fin. C'est vrai qu'au début de saison, beaucoup de complaisance et tout, c'était pas très intéressant. Et finalement, il y a eu des épisodes très très forts sur la fin. Effectivement, le cliffhanger a beaucoup déçu, mais je crois qu'on ne pouvait pas continuer sans ce cliffhanger-là. Mais là, qui est un peu artificiel quand même. Qui est un peu artificiel, mais qui était, à mon sens, assez intéressant et plutôt bien amené. Après, il y a Margaret Atwood, donc l'auteur du premier livre, qui va en sortir un deuxième 30 ans après le premier. Et je ne sais pas à quel point elle a donné des idées, à quel point ça va servir à la suite de la George série. R. Martin de... Oui, c'est ça. Mais potentiellement, ça peut redonner un peu de fraîcheur à la série, potentiellement, si elle a vraiment c'est étonnant servi. parce que fraîcheur, c'est bien un mot que j'aurais jamais employé pour parler de la servante écarlate. Oui, après, la série, malheureusement, s'éloigne jamais de June. Et je crois que c'est ça le vrai problème, c'est qu'il y a plein de choses à raconter. Je pense aux colonies, notamment, qui ont été évoquées rapidement en saison 2, alors qu'on avait envie d'en voir plus. Et on reste toujours sur June, et finalement, il y a plein d'autres choses à raconter. Oui, peut-être qu'il faudrait abandonner ce personnage, pour faire une sorte, pas d'anthologie, mais de passation de relais. Alors, peut-être que la saison 3 va faire ça, va donner le relais à un personnage plus jeune, par exemple. Après, il y avait Serena en saison 2 qui prenait de l'importance et qui, pour le coup, était hyper intéressante. Donc, il y a encore des choses à dire, je pense. Bon, très bien. C'est sur OCS. Et si je vous demande, messieurs, une reco, si possible... dystopique. Une reco dystopique. C'est bien, là, alors moi, elle sera pas dystopique. Alors bon. C'est pas grave, allez, vas-y quand même. C'est Russell T Davies. J'avais envie quand même parce qu'on parle pas assez souvent de lui. Donc le créateur de Years and Years, il a fait il y a 4 ans, je crois, une série qui s'appelait Cucumber, qui était en fait c'était une trilogie. Il y avait 3 séries. Il y avait Cucumber, Banana et Tofu. Ces titres bizarres, ça correspond. C'est ta liste de courses, Jean-Maxime. Ah non, le tofu non. Mais c'est en fait c'est. Série Naturalia. C'est pour définir l'état d'érection. Donc, ah oui, c'est intéressant. La dureté de l'érection. Et en gros, c'était une série qui arrivait... J'essaie de transposer, mais ça arrivait 15 ans après Queer as Folk. C'était un peu un Queer as Folk nouvelle génération qui l'a affronté 2 générations, justement, des vingtenaires et des quarantenaires, cinquantenaires. Et c'était très drôle et on retrouve cette écriture de Russell T Davies où à la fois il raconte vraiment des choses, mais en le faisant avec beaucoup d'humour et beaucoup d'émotion aussi. Renan. Eh ben moi je suis un bon élève, donc c'est une dystopie. Ça s'appelle Weird City, c'est disponible sur YouTube parce que oui, il y a des séries sur YouTube et c'est créé par Jordan Peele, Monsieur Get Out, Monsieur Us et Monsieur Twilight Zone. C'est le Black Mirror rigolo, c'est le Black LOL Mirror, c'est-à-dire que oui c'est possible. Ce concept quand même. Mais non si en fait, c'est-à-dire que le cochon, non c'est ça. Non, presque. En gros, ça se passe c'est donc une anthologie, ce sont des petites histoires dans le futur et ça se passe dans une ville, une espèce de Los Angeles un peu improbable et à chaque fois ce sont des histoires avec un cast génial. Il y a toute la clique la plus cool, Dylan O'Brien pour le premier épisode, toute la clique la plus cool du cinéma américain. Et en fait, ce sont des histoires plutôt amusantes, positives. Par exemple, la première histoire, c'est l'histoire d'un monde dans lequel on peut vous trouver votre âme sœur parfaite. Et en fait, donc c'est un type qui fait le truc et en fait, il se rend compte que son âme sœur parfaite est un vieux bedonnant de 50 ans. Et donc, ils se retrouvent tous les deux, on leur dit, voilà, vous êtes des âmes sœurs. Et donc, ils doivent vivre ensemble et vont-ils ou pas tomber amoureux ? C'est envisager le futur comme une sorte de fable, comme un prétexte à la comédie ou en tout cas à quelque chose de beaucoup plus léger ou d'étonnant. Ça tient pas sur tous les épisodes, mais c'est vraiment très chouette. Ça s'appelle Weird City et c'est signé Jordan Peele sur YouTube Originals. Très bien. Et le premier épisode est gratuit, je crois. Merci beaucoup Renan Cros, merci beaucoup Jean-Maxime Renaud. Next épisode, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours pour parler bœufs et lobby, mais pas dans la même série.